C'est parti. OK. Eh ben, super. Bonjour à tous. Donc, je reçois aujourd'hui Marco Dalla Palma qui va se présenter ensuite. Donc, c'est un plaisir pour moi de le recevoir. On va parler RH. On va parler aussi surtout un thème qui nous concerne particulièrement les formateurs. Ça concerne la vente de formation. Marco, ex-RH, va pouvoir justement nous donner un peu des tuyaux, des infos concernant la façon d'approcher un RH. Il ne morde pas, je crois, hein, Marco, tu nous confirmeras. Les meilleures méthodes, les meilleures techniques pour justement réussir à les capter parce qu'ils sont très sollicités. Et plus globalement, leurs attentes concernant la formation, concernant les prestataires, leurs critères et sa vision globale de formation parce que Marco, il a une vision très riche et d'ailleurs, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à suivre Marco sur LinkedIn. Il a toujours des posts très sympas, très réguliers, très instructifs et puis avec une touche personnelle qui est toujours agréable. À toi, Marco. Tout ça? Ouais, au moins. Merci Frédéric et bonjour à toute la communauté. Je suis ravi d'être avec toi et avec vous et de répondre à ton invitation puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on se suit et je te retourne tous ces beaux compliments. Merci. Donc, effectivement, moi maintenant, c'est ma 3e année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à mon compte. Et avant ça, j'ai eu une carrière de 13 ans en ressources humaines. Donc vraiment un peu à tous les postes. J'ai commencé chargé de recrutement. Après, j'étais responsable d'un service recrutement mobilité interne dans le public. Après, je suis retourné dans le privé. J'ai été responsable RH de région, puis DRH, sur des fonctions à peu près de 400 collaborateurs. Très multi-sites, très négoce. Et voilà, ça m'a permis justement de toucher à toutes les composantes des ressources humaines, dont la formation. Et aujourd'hui, voilà, depuis 3 ans, je me suis davantage recentré sur le volet managérial de l'accompagnement, de formation management, coaching de dirigeants, de managers et des conférences, puisque je crois aussi qu'on est à un tournant charnière où c'est vraiment urgent de repimper un peu ces pratiques RH. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Marco. Et en effet, pour côtoyer, c'est un petit peu mon terrain de jeu aussi, les responsables RH, etc. Et je vois bien qu'aujourd'hui, il y a des attentes très différentes de ce que j'ai connu il y a quelques années. Et j'aime bien cette expression de repimper parce qu'en effet, il y a. Alors peut-être c'est une question de génération, ça serait intéressant de creuser ça. Mais je sens en tout cas des RH aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts par rapport à certaines pratiques et méthodes. Et ça change beaucoup. Première question, Marco. Si tu replonges dans ce passé, c'était quoi ta vision de la formation à l'époque et si on la compare à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Alors, j'ai envie de dire, il y a une double vision. C'est presque un peu schizophrénique. Puisque d'un côté, tu as une vision de la formation qui est très administrative, y compris quand tu es en entreprise, et très centrée sur l'optimisation de budget, aller chercher des fonds, optimiser. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier volet qu'on a. Et les anciens RH avaient vraiment encore plus cette vision-là d'aller optimiser, d'aller chercher des budgets et aller gratter un peu partout. Et puis, la deuxième vision, elle va vous faire plaisir, c'est forcément un levier stratégique. Ah. Voilà, donc tu vois cette double dimension entre administrative, opérationnelle et stratégique, surtout dans un cadre où le monde évolue très très vite et où on sait que la formation, comme son nom l'indique, est un vecteur d'adaptation au poste de travail. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner des clés justement concernant, allez, on va dire une année type? Je pense notamment, tu sais, un peu aux périodes dans lesquelles on réfléchit formation, plan de formation, choix des prestataires. Comment se passe une année type à peu près avec des échéances? Alors, ça peut certainement évoluer, mais globalement, c'est quoi le découpage d'une année? Alors attention, tu fais une boulette. Déjà, on appelle plus un plan de formation. Oui. Voilà. Ça t'est grillé, si tu dis plan de formation à TRH, tu vas te faire repérer. Tu sais que je le dis encore? Ouais, on parle maintenant de plan de développement des compétences. Ouais. Et en fait, j'aime bien cette évolution, puisqu'on se rend aussi compte que les modalités de ce qu'on inclut dedans ont beaucoup changé. Tu vois, je pense notamment à davantage de séminaires, de coaching, d'intelligence collective. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les modalités de formation, qui étaient très traditionnelles il y a 10 ans, ont énormément évolué. Voilà, ça c'était pour te faire le petit pas de côté. Ensuite, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire, il y a des moments forts qui sont la suite des entretiens professionnels et la suite des entretiens individuels. Puisque forcément, c'est le moment où les besoins individuels vont être remontés. Et globalement, comment ça se passe? Un plan de développement des compétences, on va avoir toujours un premier bloc de formation obligatoire. S'il y en a parmi vous qui sont sur les CACES, SST, risques chimiques, etc., etc. Voilà, il y a des secteurs dans lesquels le plan de développement des compétences est déjà grandement impacté par ces formations obligatoires. Et ensuite, on va avoir un deuxième volet qui va être un petit peu un volet stratégie d'entreprise.
C'est-à-dire que ton patron, ton codir va te dire, bah, tiens, on a tel projet, on a tel sujet, on a tel BU à créer, on a tel business, on a une ligne de production à renouveler. Et à partir de là, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on retrouve la dimension stratégique de la formation. Et c'est aussi dans cette partie-là qu'on va retrouver les différentes composantes, management, vente, marketing, commerce, voilà un petit peu toutes les formations métiers. Et puis, ensuite, on va avoir vraiment une partie du plan qui va être sur les besoins individuels identifiés lors de ces entretiens individuels et ces entretiens pro. Et puis, et je le vois de plus en plus, moi, je gardais toujours une petite partie, ce qu'on peut appeler développement personnel, autre. Voilà, et c'est là où, quelque part, ce volet-là prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, tous les plans de formation intègrent un peu, je sais pas, des formations ProcessCom, DISC, que sais-je, coaching, qui viennent justement sur une partie un peu, voilà, enrichissement personnel de la formation. Ouais. Une fois que tu as fait ça, tu arrives à un engagement budgétaire, volume horaire, volume annuel, sur lequel il y a les coûts salariaux et les coûts pédagogiques. Et il y a un moment fort, c'est que normalement, on est censé valider avec notre CSE les orientations du plan et le budget global. Voilà. Et puis, à partir de là, on commence un petit peu les consultations. Et tu vois, globalement, on a déjà une vision à 1 an à l'avance de ce que sera le plan de développement des compétences de l'année prochaine. Ouais, tu as raison d'insister sur cet aspect stratégique, parce qu'en effet, une stratégie, ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain, même si certains de nos interlocuteurs donnent l'impression parfois d'être pris un peu au dépourvu. Mais derrière, évidemment, la qualité de la formation ne sera pas la même, l'engagement des collaborateurs, l'expérience vécue, l'attachement aussi du management et du codir à appuyer la formation, elle est complètement différente. Question Marco par rapport à ça. Concernant les critères, tes critères à l'époque de sélection, et je pense notamment à une question qui m'intrigue, elle a été posée par des adhérents de la communauté. Est-ce que le critère proximité pèse dans les choix d'un RH? Alors, proximité, je parle de proximité géographique, par exemple, hein, ça fait partie pour moi des critères de proximité. Est-ce qu'un DRH du Mans va d'abord regarder dans la Sarthe, alors d'abord au Mans et ensuite il va élargir dans la Sarthe, ou est-ce que c'est très ouvert et il va se laisser l'opportunité de consulter au-delà? Ah, très belle question. Très belle question. J'aurais envie de te répondre oui, sans hésitation. Ouais. Mais, à condition qu'on se connaisse déjà. D'accord. Puisqu'en fait, le nerf de la guerre, tu as raison, les DRH sont plutôt sympas et ils mordent pas. En revanche, ils ont une problématique, ils sont débordés. Donc, si je ne connais pas mes acteurs locaux, je ne suis pas certain que je vais spécifiquement essayer de chercher quelqu'un du Mans. Et en même temps, je te dis ça, mais je pense quand même que l'aspect, tu sais, environnemental a beaucoup changé ces dernières années. Donc, c'est probable que ça devienne un critère de plus en plus regardé. Ouais. Ouais, c'est clair, ça, c'est en lien avec les engagements un peu sociaux et sociétaux également. Circuit court, ça s'applique aussi à la formation. Et pourquoi ne pas faire travailler en fait des prestataires de qualité, bien évidemment, autour de nous, plutôt qu'aller chercher forcément des acteurs en dehors. Ok. Tu disais RH sur-sollicité, ça j'en suis certain. Alors justement, comment on peut attirer l'attention d'un RH? Parce que j'ose même pas imaginer la messagerie LinkedIn d'un RH qui doit la refermer aussitôt dès qu'il va montrer le bout du nez sur LinkedIn. Comment attirer son attention et se démarquer et avoir une approche intelligente, justement? Alors moi, j'ai été une proie pendant des années. Je pense que je devais recevoir peut-être 10 messages de prospection par jour. Ouais. De tout. Les éditeurs de logiciels, les formations. Voilà. Et sur les 10, tu en avais 9, voire 10 qui étaient pourris. Ouais. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense que ce qui est important, c'est peut-être déjà d'avoir un peu de chance et de tomber au bon moment. Puisque si j'ai un besoin ou quelque chose qui me gratte un peu l'esprit et que j'ai la proposition qui arrive, là, je vais être attentif. Donc, je pense que vraiment, l'idée, c'est déjà peut-être de suivre leurs actualités et de ne pas envoyer des messages au hasard. Ouais. Donc, c'est pas toujours facile de savoir où est réellement le besoin. Voilà. Et comment on fait? Mais je pense vraiment qu'il faut penser aussi long terme. Penser long terme et essayer d'engager les conversations, histoire d'être ce qu'on appelle top of mind. Tu sais, c'est-à-dire que si un jour j'ai un besoin, je vais repenser à Frédéric avec qui j'avais parlé.
Et puis, je me souviens, moi, d'une histoire, je cherchais à faire une formation pour mes chefs des ventes. À l'époque, un truc un peu moderne. Ouais. J'étais dans une boîte qui était un peu sur des process old school, et je voulais quelqu'un qui les réveille. Et puis, un jour, je tombe sur un poste d'un formateur qui me plaît. Mais il parlait même pas de son... Il parlait d'un truc, Mhm. enfin, pas forcément de sa proposition de valeur. Je vais sur son profil, j'ai adoré sa ligne éditoriale, j'ai envoyé un message, et 3 semaines après, j'ai signé le devis. Ouais, Et, génial. et tu vois, c'était il y a 4-5 ans. Donc, je crois vraiment que le contenu qu'on va pouvoir créer, et notamment sur LinkedIn, les DRH, ils vont très, très rarement liker tes posts, Ouais, mais ils sont là. ouais, ouais. Alors ça, je te confirme à 200%. J'ai déjà eu l'occasion d'être sollicité par un DRH, un responsable formation. J'avais jamais vu apparaître quoi que ce soit visite de profil, que ce soit like, etc. Et quand j'avais échangé avec elle, j'avais dit, mais comment vous me connaissez? Et elle me dit, écoutez, je suis vos publications. Et là, j'avais souri parce que j'avais compris. Mais après, elle m'avait dit, bah, le problème, c'est que si je like votre publication, je sais ce qui va se passer. Dans les 10 minutes qui suivent, vous allez me solliciter. Et c'est de bonne guerre. Elle dit, je vous le reprocherai pas. Mais je préfère, moi, rester observatrice, regarder. Et le jour où, comme tu disais, il y a un besoin, je me souviendrai des personnes que je suis et me dire, tiens, c'est peut-être le moment de les solliciter parce que là, j'ai un vrai projet et il y a du sens, en fait, de le solliciter. Et tu vois, je me souviens à Christophe que j'avais sollicité, il avait allé peut-être 2000 ou 3000 abonnés. C'était Ouais, pas un ouais, méga ouais, influenceur. Donc ouais. à un moment donné, voilà, il y a vraiment, faut pas imaginer qu'il faut avoir 10, 15, 20, 50 000 abonnés pour que ça marche. Ouais. En revanche, c'est un travail vraiment long terme. Hmm, hmm. Ouais, c'est ça. C'est clair qu'on en revient aux fondamentaux, aux basiques, en tout cas sur LinkedIn, c'est d'avoir une colonne vertébrale, en fait, d'avoir une ligne éditoriale, de diffuser du contenu de qualité, d'être régulier, d'exposer aussi des partis pris, d'exposer des valeurs et des convictions. Et c'est ce qui peut permettre, en effet, de créer de la confiance, y compris avec une audience qui est très souvent invisible, mais qui en loue pas une miette. Ouais. Et alors, c'est difficile, évidemment, par définition, de quantifier tout ça, mais en tout cas, ça doit inciter aussi à poursuivre ce travail et à faire preuve de régularité. À l'époque, Marco, c'était quoi tes critères d'un prestataire? Alors, je t'ai donné qu'une partie de la réponse. Ouais, pardon, continue, vas-y, bien sûr. Ouais, alors tu m'as pas posé la question, mais c'est important que je Ouais, le dise. Donc effectivement, il y avait LinkedIn, mais en vrai, c'était pas le gros de là où j'allais chercher mes formateurs. Je vais être honnête, à un moment donné, comme on est pas mal ouais, débordé en RH, on a besoin de simplicité et ouais. d'aller à l'essentiel. Et pour moi, aller à l'essentiel, c'était quand même globalement la recherche Google. D'accord. La Ok. recherche Google ou bien la réputation. Alors, Hmm. je te parle du mois d'il y a quelques années, hein, j'ai Ouais, changé. bien sûr, bien sûr. Et tu sais très bien ce qui se passe quand tu fais une recherche Google avec des mots-clés de formation qui tombent en premier en page 1 dans les recherches, bah, un peu les majors, quoi. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr, bien Un peu sûr. les majors, et tu vois qu'ils ont un catalogue qui est un peu bien, bien dense. Ouais, Et c'est vrai que j'ai souvent eu le réflexe de mettre en concurrence entre eux les majors ou les gros acteurs de la formation. d'accord. Alors, quand tu mettais en concurrence ces acteurs-là, qu'est-ce qui faisait la différence au-delà de leur offre, sur laquelle j'imagine il y avait quand même pas mal de points communs? C'était quoi pour toi? C'était une question de feeling? C'était de la réactivité? Qu'est-ce qui faisait la différence à ce moment-là quand tu avais de la mise en concurrence? Alors, déjà, honnêtement, le programme, parce que tu Ouais, dis qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Bah, des fois, la manière dont c'est écrit, les verbatims, la manière dont c'est construit, les propositions d'ateliers et mise en situation qu'ils proposaient. Et ensuite, j'aimais bien quand même que malgré tout, le prestataire me fasse rencontrer le formateur. d'accord. Ok. Ouais, ouais, Et tu ça vois, reste c'est un peu un important. filtre, en fait, de dire, bah voilà, je sais que vous serez capable de trouver le formateur, je sais que vous êtes sérieux et que je ne serai pas le premier Mmh. client avec Mmh. vous. Par contre, voilà, on fait quand même des cadrages avec les formateurs et on choisit Ouais, sur cette base. ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Tu dirais, Marco, que tu avais plus cette approche à toi, aller chercher ces prestataires? C'était quoi, en général, la proportion entre, je dirais, un peu ceux que tu découvres à travers LinkedIn, à travers des publications, etc., et ceux que tu allais chercher toi-même? C'est quoi la proportion à peu près? Alors, donc je dirais, alors, tu as aussi les prestataires historiques Ouais, bien avec qui sûr. on organise notre formation. Et Ouais. en vrai, quand tu es satisfait, il y avait déjà allé une grosse partie qui était récurrent. Après, Mmh. je dirais sur le reste, 80% où j'allais chercher et 20% peut-être via LinkedIn. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est quand même une prime
à la confiance, une prime un peu à l'histoire commune, au travail qu'on a réalisé ensemble, à la fidélisation finalement que pouvait et à la satisfaction que t'apportait un prestataire de formation. Bah, clairement. Ouais, ok. Qu'est-ce qui Clairement. pouvait te faire changer, au-delà bien sûr d'une insatisfaction où là ça pourrait se comprendre, mais qu'est-ce qui pouvait t'inciter à changer quand même par moment? Et bah, tu vois, justement, ce que j'avais adoré quand j'avais bossé avec Christophe, qui Ouais. était à son compte, c'est à un moment donné, tu es sur du vrai clé en main. Hmm. Clé en main marketing, hein. Parce qu'après, j'ai compris que le clé en main des majors, bon, c'est un vrai faux clé en main. Mais voilà, quand tu es avec un indépendant ou une plus petite structure, tu as vraiment l'impression que c'est construit que pour toi. Ouais. Euh, Quand il faut adapter, quand il y a des modules qui sont pas nickel comme tu le veux, il y a beaucoup plus de Hmm. souplesse. Et Ouais. honnêtement, pour un prix qui est pas tellement plus ou pas tellement moins. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Le coef prix justement, pour parler un petit peu comme les appels d'offres, tu le pondérais comment? Est-ce que c'était vraiment un critère, majeur, même si j'imagine bien qu'il y a de l'importance? Ou est-ce que tu te laissais la possibilité d'avoir une marge de manœuvre sans tomber bien sûr du simple au double, j'imagine? Hein, non, franchement, en vrai, il y a une marge de manœuvre, hein. Ouais, ouais, Ah ouais, et si je suis convaincu de la qualité de la prestation, ça a jamais été le critère numéro un. d'accord, OK. Et enfin, Ouais. vraiment, c'est important, j'insiste, hein, Ouais, ouais, vraiment. tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a cette approche parfois dans la formation d'être, un peu timide, 2 de penser qu'en allant au moins 10 ans, on va renforcer nos chances. Mais en faisant ça, je suis loin d'être convaincu en effet que c'est ce qui emportera la décision et davantage se concentrer sur ce que tu expliquais, c'est-à-dire, cette adaptabilité, cette volonté vraiment de donner satisfaction au client, de faire un vrai sur mesure et pas simplement adapter un programme parce qu'on le sent de très loin quand c'est un truc qui a été rafistolé, bricolé et qui a servi ailleurs. Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, je vois le marché s'être beaucoup plus alors fragmenté dans le sens expertisé. Tu vois, je trouve qu'on a Mmh. tous vraiment tu vois, des ADN, des pattes, des sensibilités qui Ouais, fait que à la fois c'est génial ouais, ouais. parce qu'on voit la qualité de la formation qui progresse. Et en même temps, si j'étais RH vraiment aujourd'hui en entreprise, je serais un peu embêté de me dire, mince, je me rends bien compte qu'il y a des trucs qui bougent. Et Ouais. en même temps, comment je fais pour les repérer, ces formateurs indépendants? Et en fait, le vrai enjeu, il est là. J'aimerais bien, mais sincèrement, j'ai pas le temps d'aller regarder 10 000 profils, quoi. Ouais, bien sûr. Ça veut dire également peut-être que de la part de l'expert, du consultant, au moment du cadrage dont tu parlais tout à l'heure, qui reste un moment clé, ça je te rejoins là-dessus parce que ça me paraît très compliqué de vendre un formateur, parce que c'est quand même lui la clé en fait, au-delà de la relation que tu peux avoir avec un prestataire de formation. Mais justement, est-ce que le rôle de l'expert et du consultant au cours d'un entretien de cadrage, ça va être de te permettre peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses sur lesquelles aujourd'hui tu n'es pas forcément toujours en phase ou tu n'as pas suivi l'actualité. Qu'est-ce que tu attends d'un expert à ce moment-là, lors de l'entretien de cadrage, qui est vraiment une phase quand même très essentielle? Ouais, ou si je rajoutais même de pré-cadrage. Puisque je Ouais, vais te donner une situation qui se ouais. passe tout le temps. Des fois, t'as ton patron qui arrive ou quelqu'un qui te dit tiens, faudrait faire un programme en point de suspension. Et des fois, on te dit des trucs, genre tu regardes, tu dis mais c'est quoi cette bête-là? Ouais, Et ouais. je pense notamment au métier un peu technique ou informatique. On te dit ouais, il faudra aller là, faire une formation en SQL, Java, Oui, oui. du génératif. Ok, bah on fait ça dans 2 mois. Et là, tu te dis, mais merde, je sais même pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, l'IA va t'aider à faire des pré-programmes. Mais en fait, j'attends aussi que l'organisme de formation et le consultant te disent, non, ça c'est nul, ça faudrait aller là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Vous avez pensé à, et pour Mmh. aussi m'aider. Et si vous Ouais, m'aidez à me construire un programme qui est top, que moi après, je vais pouvoir aller faire valider avec confiance, ouais. bon sang, là, tu m'as aidé, hein. Ouais, je comprends. Ouais, en effet, c'est vrai que c'est important et en plus de ça, le responsable RH, évidemment, il peut pas connaître, tous les métiers dans le détail de l'entreprise et en effet, il peut être pris au dépourvu, notamment quand on parle de technique, quand on va parler de certains enjeux qui vont le dépasser et pour lequel l'aide du prestataire, elle va être importante. Et j'aimerais justement t'interroger, Marco, sur les enjeux du responsable RH ou du responsable formation parce que j'ai pris, enfin, c'est pas que j'ai pris conscience, mais je me souviens d'un programme récent où j'ai senti que la responsable RH, on a dû faire plusieurs réunions de cadrage pour la rassurer, mais j'ai compris que pour elle, l'enjeu il était stratégique parce qu'elle avait vraiment pesé tout son poids dans la balance pour nous choisir. Mais derrière, évidemment, il fallait pas qu'on se loupe et qu'elle, à travers nous également, elles doivent pas assumer un échec. Ah oui, oui, oui. Que puis-je répondre à ça? Oui.
Oui, nous sommes aussi des partenaires de confiance et stratégiques. Et selon la taille des entreprises, enfin, il faut quand même se le dire, ça pèse dans le budget. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois bien, dans un monde qui est un peu incertain tel qu'il est, quand ton DG te dit ou ton DAF te dit: «OK pour mettre 30 000 sur la table pour un gros parcours, mais Mmh. par contre, voilà, on attend des résultats», ouais, tu as un petit chouïa de pression quand même, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc là encore, le rôle du prestataire, en fait, ça va être à la fois d'accompagner, de rassurer et puis, je pense une qualité de suivi pour réajuster au fur et à mesure quand il y a des décalages et cetera et ça, en effet, ça va un peu à contre-courant un peu de l'opinion générale qui se dit dans la formation, il y a des dinosaures, des monstres, mais ils ont peut-être pas, je mets des guillemets parce que je souhaite pas dénigrer leur travail, mais ils ont peut-être pas évidemment l'agilité qu'un indépendant ou qu'un petit OF peut avoir à être vraiment au plus près et au suivi. C'est ça et tu vois, je pense aussi, peut-être de les aider à construire déjà les indicateurs de suivi, les Mmh. indicateurs de performance, Ouais. les indicateurs de résultats et toi de leur dire: «Bah, voilà ce qu'on va mesurer, voilà ce que je te conseille, de faire, voilà ce que je mettrai moi dans mon positionnement et dans mon évaluation. Voilà, bien sûr, je te donne les résultats, n'hésite pas à valoriser ça comme ça». Je pense qu'il Mmh. y a Mmh. une vraie guerre de plus en plus de prouver que la formation répond bien à un objectif de performance. Ouais. Ouais, je te rejoins Mais complètement. c'est pas un gros mot de le dire, hein, donc je l'assume complètement. Tu as raison, moi j'en suis convaincu et je pense même que notre job à nous formateurs, c'est d'aller sur ce terrain-là. C'est de justement pas attendre que le prestataire nous interroge sur ah ouais, mais qu'est-ce que ça va changer, comment on peut le mesurer, etc. Ce qu'on a très longtemps soigneusement essayé de garder un peu comme ça sous le tapis. S'il pose pas la question, je vais surtout pas sur ce terrain-là. Mais je pense qu'au contraire, aujourd'hui, c'est une vraie plus-value d'aller sur ce terrain-là, mais de mener une réflexion avec eux parce que il y a certaines formations, quand on est par exemple sur du management, où évidemment les indicateurs sont un peu plus fins, un peu plus Ouais. délicats à trouver parce qu'on est sur du savoir-être, on est sur du comportemental, on est sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti, et c'est plus difficile, mais je te l'accorde, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille sur ce terrain-là également. En fait, moi, tu vois, quand c'est comme ça, sur les trucs un peu plus, effectivement liés à la personne, je vais plutôt avoir tendance à parler de changement de comportement ou changement Ouais, ouais, d'action. Tu vois, ouais. peut-être de mesurer et d'être attentif, de dire: «Bah, regarde ce qu'il fait et ce qu'il ne faisait pas avant». Mmh, mmh. Ah ouais, tout à fait. Ouais, ça me paraît pertinent, ouais, en effet. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans l'année pour contacter les RH? Ou est-ce qu'il y a Honnêtement, des moments à l'inverse où il faut vraiment éviter, ça sert à rien? ouais, alors, je pense que janvier, c'est compliqué de les solliciter. Il y a Ouais, toutes c'est les clair. clôtures budgétaires, souvent tu as tous les paramètres paye de la nouvelle année à mettre. Janvier, c'est compliqué. Mmh, Heu, je dirais que le premier trimestre est bof bof, après tu entres dans les NAO, enfin, c'est toujours un peu compliqué. En gros, entre fin novembre et fin janvier, voilà, décembre, janvier, c'est un peu les mois plus compliqués mmh. et là, la période de juin, ils sont déjà en train de boucler les congés, c'est moins évident. Après, ils seront débordés toute l'année, donc voilà. En vrai, je vais te dire s'il y a un besoin, s'il y a un besoin, il y a une réponse. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. OK. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es passé de l'autre côté? Sur ton regard justement, sur les pratiques RH ou sur justement sur la formation? Alors déjà, oui, comme tu disais, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai écosystème de formation Mmh. et en vrai, je n'en avais pas conscience et peut-être que les choses ont aussi extrêmement changé vite. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense aussi que le formateur d'aujourd'hui, c'est plus qu'un sachant, Mmh. et qui doit avoir d'autres postures. Effectivement, l'expertise métier, mais pour raconter des anecdotes, pour parler de son parcours et de son vécu, mais aussi, voilà, une posture de coach qui questionne et qui va chercher les prises de conscience, une posture de facilitateur qui va permettre de travailler entre pairs et d'ouvrir le débat aussi entre eux et enfin, voilà, je me réjouis vraiment de me rendre compte que la formation, elle n'a jamais été aussi large dans sa manière d'être. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, alors là, je te rejoins complètement aussi. J'ai vu, moi, au début, il y avait une telle, comment dire ça, une telle scission entre coaching et formation. Il fallait vraiment pas mélanger les genres. Et j'étais parfois même, des fois, remis un peu en place par des RH qui me disaient non, mais attendez, je vous demande pas du coaching, je vous demande de la formation. OK. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Où en gros, c'est comment vous allez, vous, dans votre posture, justement, permettre à cette formation de prendre une autre dimension. Pourquoi pas d'y mettre du coaching, de la facilitation. Donc, il y a une complète inversion des rôles et perso, je m'en réjouis également. Mais oui, il y a une vraie différence qui s'est accélérée ces dernières années. Et tu vois, je pense qu'on peut aussi se permettre en ce moment d'innover. Ouais.
Ouais, tu disais, tu parlais des jeunes RH qui arrivent. Alors moi, j'ai aussi là pivoté sur ma spécialité de me dire, allez, je vais énormément travailler sur le jeu et le Mmh. ludique. Ouais, Et tu vois, je pense que selon nos spécificités, on peut, entre guillemets, s'éclater à avoir un vrai univers et un vrai ADN. Et je crois vraiment que c'est ce qui va aussi nous protéger par rapport aux majors et aux gros du secteur, de se dire, bah, ok, je suis peut-être plus petit, mais en revanche, j'incarne quelque chose. ouais. T'aimes pas, ok, mais j'incarne quelque chose. Ouais, c'est ça, mais je te rejoins et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'échange, c'est, ce côté, affirmer une identité également. C'est-à-dire qu'on fera jamais mieux que les gros qui, sont structurés, qui ont des gros moyens, que ce soit en termes de com, en termes de réputation et cetera. Par contre, notre chance, en effet, ça va être l'agilité et puis affirmer cette différence, cette agilité, quitte, en effet, et ça arrivera, à provoquer des fois le rejet en disant: «Non, non, mais attendez, ça, c'est pas pour moi». Mais peu importe parce que d'autres, à l'inverse, c'est pour ce critère-là, en fait, qui diront: «Tiens, ce que vous proposez, ça m'intéresse». C'est vraiment du caractère et de l'identité. Absolument, ça j'en suis convaincu. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, enfin, avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as parlé d'une anecdote, j'ai adoré. Tu peux nous la donner? Alors je t'en ai donné plein, laquelle? Ouais, tu sais le sunlight des tropiques? Ah oui, oui, oui. En fait, dans mon activité de conférencier, j'ai une identité qui est assez particulière dans le sens où je mets en avant le côté fun et sérieux. Et côté conférence, voire même en séminaire ou en formation, je l'ai déjà fait. Je commence mes interventions en reprenant les Sunlight des Tropiques. Et j'ai réécrit la chanson qui s'appelle Viens bosser. Et en fait, c'est une ode à l'attractivité qui me permet de dire, bah, pour attirer vos collaborateurs, il y a besoin de changer vos manières de penser, de recruter et de faire. Et c'est vrai que je te disais, je voyais, tu vois, j'étais dans un public de dirigeants vraiment d'industrie. Ils étaient comme ça, genre hyper figés de se dire, c'est quoi ce bazar? Et puis voilà, à la fin, enfin, j'assume, et ils sont venus me dire, oh, c'était rigolo. Ouais, ouais, Voilà, t'aimes pas, mais maintenant je le dis. Je dis, attention, voilà, j'ai une identité qui est assez incarnée. ah, c'est top. C'est top et puis tu as raison, en fait, moi, je vois ça parfois aussi, passer les 2-3 minutes un peu de malaise. En fait, ça se passe très bien et voire même à la fin, ils vont t'en redemander, ils vont garder surtout ce souvenir. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on leur redemande à la fin ce qu'ils ont retenu, il y a bien sûr plein de choses intéressantes, mais il y a ce moment aussi qui a créé quelque chose. Et tu sais, par rapport à l'identité, c'est ce que je vois maintenant commencer à me dire, mais si tu sais, le conférencier qui chante là. Ouais, Et en fait, moi, quand j'ai fait ça, presque déjà, j'ai gagné parce que je sais qu'on va après taguer mon nom dans LinkedIn et on va voir tout ce que je fais. exactement. C'est exactement ça, tu as raison. C'est le défi, en fait, également de la visibilité sur les réseaux, c'est d'être associé à quelque chose. Le conférencier qui chante, le formateur ludique, le coach qui marche, enfin bref, à chaque fois, voilà, trouver un moyen d'associer et ça permet en effet de renforcer l'identité. Tiens, j'ai une question qui est passée aussi concernant les adhérents qui me demandent si l'email qui fait son retour en force dans les méthodes de prospection, est-ce que c'est une bonne approche pour essayer de capter l'attention d'un RH? Et ben ma foi, pourquoi pas? Ouais? D'accord. OK. Ma foi, pourquoi pas, avec le risque hein, qu'on connaît de l'email, mais honnêtement, s'il est bien fait, et comme tu disais, des fois, on a tendance à pas trop ouvrir sa boîte LinkedIn. Mmh. Au moins le mail, il passe. Ouais, ouais. Obligé, obligé. Ah Il y a ouais? pas le choix. Là, on va le voir passer. Avec bien sûr le risque évidemment que ça finisse à la poubelle, que ça tombe en spam, mais ça peut être un moyen également d'avoir la garantie, en tout cas, qu'il va arriver à un endroit où de toute façon le RH, à un moment ou à un autre, il va se présenter. Je Et pense un mail j'imagine bien ciblé, bien travaillé, qui arrive au bon moment, ça peut, hein. ouais, ouais. Et tu conseillerais quoi? Un objet qui soit quelque chose d'un peu intrigant, quelque chose de direct? Ouais, je pense qu'il y a autant de DRH que de méthodes. Honnêtement, je j'ai pas de réponse affirmée là-dessus, hein. Ouais, 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 Mais, bien sûr. par contre, là où c'est intéressant, c'est peut-être de savoir où s'il y a un besoin ou d'avoir eu un peu une info ou un Mmh, tuyau. mmh. Et là, si vous avez le tuyau, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Par exemple, je sais pas, votre future formation de gestion du temps, tu as su par, Jean-Louis que Claudine elle avait ça. Mmh. Là, il va être ouvert. Ouais, c'est ça. On en revient toujours à la même chose en fait, c'est personnaliser à outrance en fait et s'appuyer aussi sur des événements de l'entreprise, sur des besoins, sur des informations qui nous permettent d'aller, justement proposer au bon moment à la bonne personne et avec, une probabilité qu'il y ait quelque chose qui l'intéresse. C'est presque ça l'enjeu numéro un, parce que les Ouais. DRH, ils sont pragmatiques. Et comme je t'ai dit, si je sais que je vais galérer pour me créer ce parcours, si je vois ton mail où c'est marqué votre future formation de gestion du temps, crois-moi que Mmh. je l'ouvre. Ouais, c'est clair. C'est intéressant ce que tu dis Marco, parce que c'est vrai qu'on a parfois cette idée que,
c'est du temps perdu, c'est forcément le RH, il a sous le coup de la solution et de ce que tu nous dis, en effet, il y a une question d'opportunité, en effet, et si je tombe au bon moment, bah là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc les mails, oui, par contre, j'ai envie de te dire, il y a pas 2 coups possibles, quoi. C'est-à-dire que si ton premier mail, il est pourri, il est pas personnalisé, tu vas en spam. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, je comprends ça. Concernant le financement, parce qu'on sait que les financements vont plutôt à la baisse, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs qui vont piocher dans leur budget et les recours aux OPCO sont désormais pour eux plus que limités. Qu'est-ce que ça change? J'ai envie de te dire que c'est déjà issu des précédentes réformes. Je crois que c'était 2014 où ça a vraiment, tout changé. Donc, c'est plus une continuité qu'une révolution. N'empêche, honnêtement, on ira toujours essayer d'exploiter les financements OPCO. D'accord. Au max. Ouais. Mais là où je te disais qu'avant 2014, les anciens RH avaient vraiment, c'était un jeu, hein, c'était un jeu d'aller optimiser les budgets formation. Euh, pour ceux qui l'utilisaient pas, ça revenait au gros. Enfin bref. Et c'est vrai que depuis 2014, ça a un peu changé et on est déjà dans une logique de se dire, on sait qu'on n'aura pas tout Mmh. et que du coup, on va en investir. Ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai l'impression que ça rentre un peu dans les cultures de se dire, bah oui, ok, voilà, il y aura un reste à charge plus ou Mmh. moins important. Donc optimisons ce qu'on peut optimiser. Mais voilà, on sait très bien qu'on n'aura jamais 100%, voire du, je sais pas si tu as connu ça, du retour sur investissement Ouais. positif. Ouais, si, si, ouais. Et tu Ouais. reçois plus que ce que tu avais contribué. Ça, Oui, c'était c'est la ça. grande fierté à l'époque. Ouais, je me souviens. Ouais. Ouais, je me Aujourd'hui, souviens de c'est ce plus le avant cas. calcul. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, tu sembles dire en fait que il y a aujourd'hui de la part des entreprises cette connaissance du fait qu'on en mettra de notre poche, Ouais. mais tout ce qu'on peut, et c'est le boulot quand même de bons gestionnaires d'entreprise, tout ce qu'on peut quand même se faire financer, évidemment, on va faire le nécessaire. Et ça me fait très mal de dire ça, mais je vois pas comment on peut s'exonérer d'avoir Calliope. Ah, ça allait être ma prochaine question. Ouais, et je te jure, je le dis avec la gorge serrée, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Alors Calliope, parce que justement, ouverture au financement, aux relations OPCO, etc. Bah ouais. Ouais, ouais, Bah ouais. ouais. Mmh, mmh. Ok, ouais, ouais, c'est clair que c'est logique dans ce que tu dis, en effet. Mm. Mais encore une fois, hein, et là, je m'adresse à la communauté au passage, mais c'est clair que le RH, il a aussi une casquette de gestionnaire. On va lui demander des comptes, hein. Il y a des budgets, il y a des équilibres à respecter. Et clairement, quand à la fin de l'année, on va regarder un petit peu justement les colonnes recettes, dépenses, etc. Bon, clairement, tout ce qui aura pu être optimisé, l'entreprise a sensible au fait qu'il aura mobilisé aussi tous les fonds disponibles. Et on sait en plus que parmi les fonds, il y a souvent un maquis, il y a souvent, je pense au FNE, je pense à ces dernières années, il y a eu une multiplication en plus des possibilités de financement. Et d'ailleurs, quelle place ça occupe, ça, pour le RH, cette veille quasi permanente sur les dispositifs justement de financement? Alors, vraiment question de taille d'entreprise. Ouais, Alors, pour le coup, je pense que plus le RH est généraliste et tout seul, moins peut-être il va avoir le temps de se pencher dessus. En revanche, s'il y a déjà des gens qui sont spécifiquement dédiés au recrutement ou à la formation, là, mmh, effectivement, il va lui demander d'optimiser tout ce qui est optimisable. Et à ce ouais, moment-là, il délègue et il y a un point régulier qui est fait sur l'optimisation. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc oui, c'est un vrai sujet, honnêtement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, d'autant plus dans des périodes, Heu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des périodes, difficiles, pour les entreprises économiquement, avec une guerre autour, des marges, du chiffre d'affaires. Donc, c'est des périodes où on va encore plus serrer les boulons et on va plus être vigilant et attentif à ce que le moindre euro, d'une part, soit optimisé, mais si en plus de ça, on a des possibilités de prise en charge, on va surtout pas s'en priver. Bah ouais. Tu dirais, Marco, aujourd'hui, là, de ton point de vue, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances qui se dessinent? Comment tu vois, toi, aujourd'hui déjà, si on parle à l'instant T, comment tu vois aujourd'hui la formation? Tu parlais tout à l'heure d'innovation, tu parlais d'intelligence collective, de coaching. Comment tu le vois aujourd'hui? On va faire un petit exercice de boule de cristal. Ouais. Comment tu le verrais là dans les années qui viennent? Alors, je pense que l'engagement dans la formation est un vrai sujet. Tu le vois peut-être, vous le voyez peut-être, et je l'ai entendu, et ça, comment dire, ça m'ulcérait le cœur de me dire j'ai mis 10 000 balles, etc. Et en fait, il vient de me dire ouais, bah, c'était moyen, ouais, on s'est un peu ennuyé, ouais, encore. Ouais, c'est ça.
hein, encore. Et en fait, je crois vraiment que les gens en ont un peu marre des formations. Ah, je suis un peu dur. Ah Et non, donc, c'est aussi à nous et aux entreprises de se dire, mais comment je fais pour redonner l'envie d'avoir envie? Et je vais pas te la chanter cette fois. Euh, c'était non, mais tu vois, c'est ça. Vraiment, j'adore cette phrase, ouais, l'envie d'avoir envie. Et, euh, et, et je pense que ça va vraiment être les prochaines années de se dire comment on se remodernise et comment on fait en sorte de repenser la formation comme un outil ludique, participatif, générateur de changement, qui donne des compétences tout en étant dans l'univers technologique dans lequel on est. Et il y a forcément, je pense, à un moment donné, des outils qui vont nous servir, qui vont arriver. Voilà, je pense notamment aux IA, etc. Je pense que la technologie autour de l'apprentissage va grandir. Et voilà, quel sera le rôle des formateurs humains et quel sera le rôle des technologies, qui va prendre, enfin, où va être la place de qui. Voilà, je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais, je te rejoins absolument. Encore une fois, c'est clair. Pour moi, la place du formateur, elle est questionnée. Il va falloir que nous, on soit très au clair par rapport à notre posture, par rapport justement à l'IA notamment, par rapport à notre plus-value, à quel endroit on place notre plus-value, et réfléchir en termes de méthodes pédagogiques, d'approche, de facilitation, etc. Et c'est un formateur augmenté en fait vers lequel on va, mais comme pour plein d'autres métiers, mais qu'on soit très, très au clair et très net par rapport à ça. Et j'aime bien ta formule, redonner envie, parce que c'est exactement ça dont il s'agit. Très clairement, les salariés, les collaborateurs ont trop vécu de formation alibi. Ouais. Alors j'exagère un peu, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'il fallait former pour former. L'entreprise se disait, il en restera forcément quelque chose, c'est toujours bon à prendre. Ou alors ça offrira un petit moment pour eux, un petit peu de temps off, et ça nous va bien aussi. Mais aujourd'hui, les entreprises peuvent plus se permettre déjà ce genre de choses. Et d'autre part, elles ont des attentes qui, à mes yeux, sont légitimes, mais qui redorent aussi le blason de notre profession, parce que ça nous oblige à un effort de technicité, ça nous oblige à élever notre niveau de jeu et à nous intéresser, comme on en parlait tout à l'heure, à aussi le retour sur investissement et comment moi je peux vous accompagner pour justement vous garantir ensuite que la formation produit des effets. Donc c'est un vrai renversement par rapport à notre posture, par rapport à notre rôle, mais je crois aussi que c'est un moyen justement de nous permettre d'aller vers une activité à plus forte, avec une plus-value beaucoup plus visible, et qui de toute façon nous profitera, parce qu'en termes d'attractivité, c'est tout bénef pour nous aussi. Et en fait, tu vois là, le mot qui me vient, qui synthétise tout, en fait, il faut faire vivre aux apprenants une expérience. Ouais, ouais, Et j'en suis intimement convaincu. Une ouais. expérience. Et voilà, du coup, peut-être qu'elle est multimodale, peut-être qu'elle est vidéo, présentielle, avec un outil IA, avec un test à côté, avec du fun, avec des moments, je sais pas, qu'on va incarner. Ah, une touche un peu théorique, parce que quand même, j'y crois. On amène du contenu. Oh, un jeu. Oh, du partage. Oh, une remise en question. Oh, un auto-coaching. Oh, une analyse. Et en fait, voilà, on fait vivre des temps. Et tu vois, je lisais un peu sur les neurosciences qui te Hum, dit que la variété des activités et entre guillemets, le fait de switcher d'activité régulièrement permet de garder l'engagement. Et nos jeunes générations, elles sont nées avec des smartphones dans les mains, avec TikTok, Snapchat, etc. Donc il faut aller plus vite qu'avant, je pense, dans le séquençage. Ouais, complètement, je te l'accorde. Moi, aujourd'hui, mais si je devais revoir un peu, comparer justement mes séquençages comparativement à il y a 5, 10 ans, là, on était de l'ordre de la demi-heure. Et Ah quand j'y repense, mais c'était adapté, hein, c'était pas déconnant par rapport à il y a oui. 10, 15 ans. Et encore, mais aujourd'hui, on est clairement sur des séquences qui, tous les 10, 15 minutes, on doit basculer vers autre chose, ou en tout cas un coup de théâtre, ou en tout cas quelque chose qui provoque une émotion, une surprise, quelque chose qui va venir couper un petit peu la monotonie, le fil justement d'un récit. Et ça, c'est devenu indispensable. Mais finalement, on revit en formation le même défi que les collaborateurs quand ils sont à leur poste de travail, à savoir fuir la routine, à savoir les faire adhérer à un récit dans lequel ils vont croire et dans lequel ils vont s'investir. Et on vit strictement les mêmes choses en formation. Et si on est trop en décalage, forcément, ça ne conviendra pas. Ouais, tout à fait. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Marco. On va conclure. J'aimerais qu'en conclusion, et puis merci pour cet échange qui est super riche et super passionnant, qui pourrait durer encore très longtemps. J'aimerais que tu nous parles de tes activités, comment on peut te contacter, à quelle occasion, et tes conférences notamment. Je trouve ça très intriguant, très intéressant, et à quel titre on peut te solliciter. Alors, du coup, on peut me contacter 100% sur LinkedIn. Voilà, Ok. c'est mon canal numéro un. Euh, voilà, et après, mes activités, voilà, c'est vraiment une thématique de conférence qui s'appelle Les 5 commandements du management par la confiance.
qui est vraiment le sujet que je porte. Et voilà, c'est un peu de parler des 5 grandes orientations du futur. Une conférence sur le recrutement aussi, plutôt sur l'attractivité, et une conférence sur l'intergénérationnel. Voilà, tous ces sujets RH et un peu managériaux. Donc, j'interviens principalement dans les séminaires annuels, les clubs d'entreprise un peu locaux, de manière à inspirer pour donner envie de passer à l'action. Là, c'est ma casquette de conférencier, c'est de faire germer le fait que c'est possible et d'avoir les étoiles dans les yeux. Et après, voilà, côté formation, je peux aussi animer ces parcours et ces ateliers sur le volet management et RH au sens large. Voilà. Ouais, merci. France entière, il n'y a pas de problème géographique. T'es mobile? Ouais, à fond. Quitte le Mans des fois? Ouais, des fois, ouais, souvent. Ok, super. Merci beaucoup, Marco. Et puis, au plaisir de te retrouver parce que tu es membre et adhérent de notre communauté aussi. Donc, je sais qu'on pourra te retrouver avec grand plaisir. Et j'invite vraiment les adhérents également de la communauté à suivre Marco parce que c'est quelqu'un, vous l'avez vu au cours de cette interview, qui est d'abord quelqu'un de très chouette, très agréable et très humain. Et puis aussi très riche dans sa réflexion, très pertinent et qui a su justement passer du monde des RH vers le monde de la formation. Et en étant justement avec ce côté très inspirant, ce côté très positif dont on a tellement besoin en ce moment, et puis parce qu'on a des défis immenses à relever. Et je pense qu'en effet, ça passera forcément par un travail autour de ces questions essentielles, autour de l'engagement, autour du sens qu'on donne, autour des opportunités qui existent malgré tout. Et c'est toujours le cas dans les périodes incertaines comme celles qu'on traverse. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut à la fois se relever les manches, ne pas se voiler la face, mais mettre beaucoup d'énergie justement au service d'un changement et qui est de toute façon devenu nécessaire. Merci Marco. À bientôt. Merci Frédéric. À bientôt tout le monde.